professeur. Bonsoir à tous. Nous avons l'honneur de recevoir le docteur Edingo Johnny ce soir pour parler de pathologie de l'apex pétron en imagerie. Il nous dit que tout n'est pas granulome à cholestérine. Nous avons hâte de le découvrir. Il sera entouré du docteur Poité euh, et du docteur Bokam Banja comme panéliste. Le docteur Mpoité est ORL à l'université de Kinshasa en tant que chef de travaux et le docteur Bokanjanga est spécialiste en anatomopathologie. Donc, sans plus tarder, si le docteur Edingo est disponible, il peut commencer sa présentation. Bonsoir à tous. Je vais essayer de parler un peu plus fort parce que je suis un peu malade, je suis un peu grippé avec un gros rhume là. Donc j'ai un peu du mal à parler. Donc je suis désolé si vous m'entendez pas très bien ce soir. Je vais faire un effort d'être le plus audible possible. Donc ce soir, nous allons parler en fait, faire un petit tour sur ce qu'il y a au niveau de l'apex pétreux. Il y a parfois, c'est pas toujours évident, vous verrez, mais il y a aussi ce qui est fréquent et ce qui n'est pas fréquent, sachant que les pathologies d'apex pétreux restent quand même des pathologies assez rares. Excusez-moi. Voilà, passer pointeur. Voilà, c'est tout bon. Donc, l'apex pétreux est la région la plus profonde de l'os temporal. Donc, il siège différentes pathologies qui peuvent être congénitales, infectieuses, inflammatoires ou tumorales. Les lésions de l'apex pétreux, donc, elles peuvent rester silencieuses pendant des années et c'est souvent des découvertes fortuites d'ailleurs. Donc, pour des bilans demandés pour une autre pathologie ou d'autres symptômes, on tombe de façon fortuite sur ça. Donc, une imagerie était souvent demandée parce que l'accès au niveau de la région est assez difficile pour faire des biopsies classiques tout le temps. Donc, il faut faire une imagerie pour essayer de voir déjà à quoi on a affaire. Est-ce que c'est une variante de la normale? Est-ce que c'est plutôt quelque chose de bénin ou plutôt quelque chose qui nous oriente vers quelque chose de plus agressif? En termes de rappel anatomique, on dit que l'apex pétreux c'est une forme pyramidale. Donc, il a une base postérolatérale qui est délimitée par la capsule otique. Donc, il a vraiment un rapport vraiment très proche avec le rocher. On verra au niveau des images. Donc, le sommet antéromédial donc, s'articule avec l'os occipital et la grande aile du sphénoïde donc, pour réaliser ce qu'on appelle la jonction pétroclivale. Et sa face supérieure constitue la partie antérieure du plancher et de la fosse cérébrale moyenne. Et la face inférieure se situe entre le foramen donc déchiré, donc le trou déchiré en avant, et le foramen jugulaire en arrière. Et la face latérale s'articule avec la partie squameuse de l'os temporal, donc ce qu'on appelle la suture pétrosquameuse. Et la face médiale s'articule avec l'os occipital ou ce qu'on appelle la suture pétro-occipitale. L'apex pétreux est en rapport avec beaucoup de nerfs crâniens, donc il y a les nerfs trijumeaux. Dans sa partie antérolatérale, on a les nerfs abducens, en fait, dans sa partie suporomédiale, donc en passant par le canal de Dorello. On a le nerf facial et le nerf cochléo-vestibulaire donc, qui passent en arrière à l'intérieur du conduit auditif interne. Et puis nous avons les nerfs mixtes, donc le glossopharyngien, le nerf vague, le nerf spinal, qui passent à l'intérieur du foramen jugulaire. Non, ce que l'apex pétreuse qui disait, c'est ça, c'est cet os-là, cette région ici, qui a une forme un peu triangulaire, qui a un rapport quand même, rapport très étroit avec l'oreille, donc avec le rocher. Donc les pathologies du rocher peuvent s'étendre vers l'apex pétreux, tout comme les pathologies de l'apex pétreux peuvent s'étendre vers le rocher. Et les pathologies qui s'étendent souvent dans l'apex pétreux, ils sont dits secondaires, et les pathologies propres à l'apex pétreux, ils sont dits des pathologies primaires.
Donc, on voit encore ici notre apex pétreux avec le contact, le conduit auditif interne qu'on voit là, qu'on commence à apparaître là. On a la cochlée ici. On a le trou déchiré qu'on voit ici. Et là, au-dessus, on a déjà notre fosse infratemporale avec l'empreinte trigéminale. Donc, ça, c'est la fosse jugulaire avec les nerfs mixtes qui passent par là. On a notre conduit auditif interne. On a toujours l'apex pétreux qui est là. Oui, là, on a le canal, la portion intrapétreuse du canal carotidien. Donc, on voit que c'est vraiment c'est vraiment au contact, hein. Donc, ce qui fait que certaines pathologies de l'apex pétreux envahiront directement les canaux carotidiens quand il s'agit des pathologies très agressives. Et là, on a le foramen déchiré. Voilà, donc on a toujours notre apex pétreux qui est là avec le foramen déchiré ici. On a toujours là, on a la fossette pétreuse et là toujours l'oreille moyenne. Donc on voit que c'est vraiment une région qui est très liée à à l'oreille moyenne et à l'oreille interne. Donc, on a vu qu'il y avait des rapports avec les structures vasculaires, hein, surtout avec le canal carotidien qu'on voit ici, qui est vraiment au contact de l'apex pétreux. Et là, on a la fosse jugulaire aussi qui est en arrière, directement au contact avec l'apex pétreux. Donc, en termes d'imagerie, hein, la tomodensitométrie, il n'y a pas de meilleure imagerie. Il n'y a pas de... L'IRM n'est pas meilleur que le Et puis scanner. tout ça, on a dit, vous avez Oui, il n'y a pas de meilleure imagerie, comme je disais tout à l'heure. L'IRM n'est pas meilleur que le scanner. Le scanner n'est pas plus performant que l'IRM. C'est vraiment des examens qui se complètent. Donc, on peut tomber sur des anomalies de façon fortuite en IRM et on aura la réponse au scanner de quoi il s'agit et vice-versa. Donc, c'est vraiment des examens qui sont complémentaires. Donc, il ne faut pas hésiter quand on retrouve ou quand on a un doute à l'IRM de passer par le scanner ou vice-versa. C'est vraiment des examens qui sont très, très complémentaires. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Sachant que le scanner va nous situer déjà les différentes structures anatomiques, tout ce qui est pneumatisation au niveau de l'apex pétreux ou tout ce qui est moelle osseuse qu'on retrouvera au niveau du scanner. Et l'IRM avec le signal déjà pourra nous orienter vers certains types de pathologies. Donc ils sont vraiment très très complémentaires. Donc là, tout ce qui est expansion, tout ce qui est trabéculation osseuse, donc on le verra très bien au scanner, et tout ce qui est signal de la lésion ou de l'image au niveau de la peste pétrole, on le verra très bien en IRM. Donc les deux, ils se complètent très bien et ils peuvent répondre l'un ou l'autre à la question, tout comme ne pas avoir de réponse. Le problème diagnostique, déjà, quand on est au niveau de l'apex pétreux, se pose avec c'est-à-dire ce qui est normal et ce qui est pathologique. Et déjà, on a certaines variantes qu'on retrouve au niveau de l'apex pétreux qui sont des variantes qui sont plutôt normales, mais qui peuvent faire croire qu'on tombe sur des images pathologiques alors qu'on est vraiment sur une image qui est normale, comme les pneumatisations de l'apex péteux qui sont très fréquents, qu'on rencontre sur à peu près 33% des apex pétreux. On a des imageries qu'on voit, non, 33% qui sont pneumatisés et 5% le sont de manière asymétrique. Or, cette asymétrie peut faire que dans la région où on n'a pas de pneumatisation, la moelle osseuse qui persiste, parce que c'est une région normale avec la moelle osseuse, peut créer une asymétrie et donner l'impression qu'on est devant une image pathologique. Donc, je vais vous donner l'exemple. Donc, quand on regarde ce scanner pour un patient qui est venu consulter pour un bilan d'acouphène, on voit qu'il y a vraiment une asymétrie entre notre apex pétreux ici qui est pneumatisé, hein, qui est une variante de la normale, hein, donc comme les cellules mastoïdiennes, on a de l'air dans l'apex pétreux, et de l'autre côté, c'est normal, mais à l'IRM, on a l'impression d'avoir ici une image en hypersignal T1. Et on peut se dire que non, est-ce que c'est pathologique? Est-ce qu'il y a un granulome à cholestérine? Alors que c'est juste une variante de la normale. Et quand on fait le scanner, on a la réponse. On voit directement que c'est juste une pneumatisation de l'apex pétreux. Et de l'autre côté, c'est un os normal qui donne cette asymétrie. C'est déjà l'un des premiers problèmes diagnostiques qu'on aura souvent sur les pathologies de l'apex pétreux, c'est de faire la différence entre ce qui est normal et ce qui est pathologique. Voilà, encore un autre exemple, un IRM
qui est réalisée dans un premier temps. On voit cette image en hypersignal T1, c'est une coupe axiale, hein. On se dit, est-ce que c'est pathologique? Est-ce que c'est parce que c'est un granulome en cholestérine, hein, qui a toujours cet aspect en hypersignal T1. Et quand on fait notre complément ou quand on compare avec le scanner qui a été réalisé avant ou qui peut être réalisé a posteriori, on voit que c'est juste une asymétrie et qu'on a une pneumatisation de l'apex pétreux qui est une variante de la normale. Et de l'autre côté, on a une moelle osseuse normale et qui simule une atteinte pathologique. Voilà, encore un autre exemple, hein. Donc, toujours cet hypersignal avec cette pneumatisation. Je crois que c'est des choses assez fréquentes, hein, sur lesquelles on peut tomber. Les asymétries de pneumatisation au niveau de l'apex pétreux, c'est assez fréquent. Encore là, une image avec la moelle osseuse qui apparaît en hypersignal parce qu'il y a de la graisse. Donc en T1, ça sera blanc, donc en hypersignal T1. Et quand on fait des séquences FAT-SAT pour s'assurer que ce n'est pas un granulome à cholestérine qui lui aussi apparaît en hypersignal T1, on voit que ça s'efface complètement. Et quand on fait un complément de scan, on voit que c'était juste une asymétrie avec une pneumatisation du côté controlatéral et une moelle osseuse normale. L'autre variante aussi, c'est ce qu'on peut avoir, comme on a dit, la toute première, c'était la symétrie de pneumatisation. Donc, on peut avoir un apex pétreux qui est pneumatisé. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc, on peut avoir un apex pétreux qui est pneumatisé d'un côté et se combler de liquide, ce qu'on appelle un comblement liquidien, hein. Donc, un flux du liquide piégé au niveau de l'apex pétreux qui est pneumatisé et donner cet aspect un peu comblé. Au scanner, c'est facile, hein. Quand on tombe sur un scanner, souvent on voit qu'il y a les trabéculations, ils sont là. Il n'y a pas d'érosion osseuse, ce n'est pas une lésion expansive. On voit que c'est que du liquide dans une apex peut-être qui est pneumatisée. On s'est dit, voilà, ça c'est une variante, donc c'est pas pathologique. Et en IRM, ça peut être plus embêtant parce que le signal, il peut être variable en T1, hein. Donc il peut aller un signal intermédiaire à un signal qui est très élevé. Bien que ce n'est pas une lésion expansive, mais quand on n'a pas l'habitude et qu'on tombe sur une image comme ça pour la première fois, on peut se mettre à douter, se dire est-ce que ce n'est pas une lésion qu'on a au niveau de l'apex pétreux. Donc, je disais que ça survenait souvent donc, comme variante de la normale, hein, ça c'est dans la majorité des cas, mais il peut également faire suite à une automastoïdite, hein, à distance. Mais il faut savoir que c'est vraiment un liquide qui est purement stérile, donc ce n'est pas une infection propre au niveau de l'apex pétreux, c'est juste un comblement, un piégeage au fait liquidien au sein de l'apex pétreux. Donc voilà, on a une pneumatisation ici sur ces scanners, donc en coupe axiale, on a une pneumatisation de l'apex pétreux avec un comblement liquidien. Donc on voit les cellules qui sont comblées, pas de perte de trabéculation et ce n'est pas une lésion expansive, il n'y a pas de lyse osseuse, c'est que du liquide piégé au fait au niveau de l'apex pétreux qu'on voit voilà, sur ces schémas comme c'est représenté, avec une pneumatisation normale, hein, de l'oreille moyenne ici et puis une pneumatisation entromastoïdienne normale. Et quand on regarde ce scanner, sur le scanner, ça paraît évident, hein. Donc, on voit que là, il y a une pneumatisation bilatérale, hein, des apex pétreux avec un comblement à droite. On voit qu'il n'y a pas de perte de trabéculation, il n'y a pas de lyse osseuse, ce n'est pas une lésion expansive. Donc, c'est vraiment un piégeage liquidien. Il y a une pneumatisation, donc là, il n'y a pas de comblement mastoïdien, ni au niveau de l'oreille externe de l'oreille moyenne, hein. Et quand on regarde l'IRM, si qu'on avait commencé par une IRM, ce qui peut paraître évident ici au niveau du scanner, peut parfois poser problème à l'IRM. On peut avoir l'impression qu'il y a une anomalie là au niveau de l'apex pétreux en hypersignal T2, hein, sur cette séquence axiale T2. En hypersignal T2, on va dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a une lésion au niveau de l'apex pétreux? Alors que c'est juste une variante de la normale avec un comblement liquidien. Donc, il ne faut jamais hésiter à confronter les deux examens, ce que je disais au départ, hein. Donc, l'IRM et le scanner, ils sont très complémentaires, hein, pour l'analyse de l'apex pétreux. Il n'y a pas un examen meilleur que l'autre. Ils sont très complémentaires. Quand on a des patients qui ont les deux examens et quand on a un doute, il ne faut pas hésiter à revenir sur le scanner pour voir ou vice-versa. Par contre, le comblement liquidien, hein, peut parfois poser problème, hein. C'est que dans des très très rares cas, il peut se surinfecter.
et évoluer vers une pétrosite apicale, hein, donc cette inflammation qu'on a au niveau de l'apex pétreux, une infection à ce niveau-là qui est devenue très rare aujourd'hui, hein, parce qu'avec l'antibiothérapie, on a de moins en moins de cas d'apexite pétreuse. Mais ça peut arriver dans des très rares des cas d'avoir cette surinfection de ce comblement liquidien. Donc la pétrosite, qui est une évolution très rare, hein, de ce comblement liquidien, qui peut s'infecter, suppurer. Et en ce moment-là, on aura plus cet aspect qu'on avait avec des trabéculations qui sont conservées et une absence de lyse osseuse parce que comme c'est une lésion infectieuse, il peut avoir des extensions directes aux structures adjacentes, hein. Donc, on a vu les méninges, le cavum de Meckel qui n'est pas très loin, le sinus caverneux qui n'est pas très loin non plus de l'apex pétreux, ou encore envoyer le canal carotidien ou présenter une extension vers l'oreille interne ou l'oreille moyenne. Donc, le pétrosite, on le retrouve souvent chez l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte qui présente donc une oreille qui est suppurée chronique, hein, donc souvent aussi dans des contextes post-opératoires après une mastéodectomie. Mais ça reste vraiment une pathologie qui est devenue rare, hein. On verra en discussion avec les ORL qui sont sur le forum aujourd'hui, qui nous diront avec leur expérience qu'ils rencontrent souvent des cas de pétrosite, mais c'est vraiment rare aujourd'hui, sur des vacations, de tomber sur ça. Avec une triade clinique classique, hein, le syndrome de Gradenigo, donc qui est rare, avec une otite moyenne aiguë, douleur faciale profonde et une paralysie du muscle droit latéral. Tout ça, ça dépend justement de l'extension de notre infection, souvent quand ça implique le cavum de Meckel et le canal de Dorello. Donc là, au scanner, c'est pas toujours évident, hein. Donc on voit qu'on a quand même un comblement ici au niveau de notre apex pétreux, avec un aspect quand même irrégulier qu'on voit ici au niveau de notre cortical, hein, l'os, c'est aspect irrégulier, et avec une déhiscence quand même pariétale. On voit avec une déhiscence avec contact avec le canal carotidien. Donc, on voit qu'on est déjà en phase d'une lésion qui est plus ou moins expansive, ce qui était différent du comblement classique qu'on avait vu des cellules où on avait une absence de perte de trabéculation, pas de contexte expansif. Là, on voit qu'on a un aspect irrégulier avec une ostéosclérose ici en regard. On voit qu'il y a une déhiscence, voire rupture corticale. On se dit que là, on est en phase de quelque chose qui est en train de pousser quand même. Donc, en ce moment-là, on a besoin de faire un complément d'examen, hein, je disais que c'est vraiment des examens qui sont complémentaires. Pour recourir à l'IRM, l'IRM qui va nous aider justement à voir le signal du liquide, le signal de cette formation qu'on a au niveau de l'apex pétreux, son extension loco-régionale et s'il y a oui ou non un rehaussement ou une atteinte de la méninge adjacente. Donc, déjà, ça nous permettra d'essayer de voir un peu à quoi on a affaire et aussi de voir les structures vasculaires. Est-ce qu'il y a une atteinte de la carotide interne? Est-ce qu'on a une thrombose veineuse associée? Donc, on va revenir sur notre patient, hein. Donc, on avait là donc après complément d'IRM, donc on voit que c'est vraiment une grosse atteinte inflammatoire, hein, qu'on a ici au niveau de l'apex pétreux avec rehaussé après injection de contraste. On voit que là, on a un épaississement ici de la pachyméninge, ici en rétroclival, parce que là on a le clivus en dedans. On voit qu'on a une atteinte du canal carotidien, hein, donc avec quasiment une sténose, parce que quand on compare la carotide interne là, du côté gauche et du côté droit, on voit qu'on a une asymétrie de calibre. Donc, on voit déjà qu'on a vraiment un rétrécissement. Donc, on a une artérite septique avec un rétrécissement, une sténose de la carotide interne. Et en comparant là, ça c'est le conduit auditif interne du côté droit et le conduit auditif interne du côté gauche, on voit qu'on a notre prise de contraste qui s'étend jusqu'au niveau du conduit auditif interne. Donc on a vraiment une grosse atteinte infectieuse avec une extension loco-régionale et même une méningite associée. Encore un autre exemple, hein, de cette atteinte infectieuse, hein, donc au niveau de l'apex pétreux.
là qui est quasiment abcédé, hein. On voit qu'il y a une collection avec une prise de contraste périphérique, une atteinte de la carotide interne, hein, intrapétreuse qui est épaissie. Donc, on a cette artérite septique qu'on voit ici sur notre séquence en temps de vol, hein, donc le 3D TOF. On voit qu'on a une sténose carotidienne en comparant les deux côtés. Au côté contralatéral, on voit que c'est perméable, des calibres normal. Et là, on a cette atteinte infectieuse qui s'étend jusqu'au niveau de la carotide interne. Voilà, encore un autre exemple, hein. Donc ici, on a notre patient qui a réalisé son scanner, c'était il y a 2 ans. Donc on voit qu'ici, c'était un comblement classique, hein, d'un apex pétreux qui est pneumatisé. Donc, il n'y a pas de caractère soufflant. Les trabéculations, ils sont conservés. Donc, on voit que c'est juste un comblement des cellules, hein, un comblement de la pneumatisation de l'apex pétreux. Et 2 ans plus tard, on voit qu'on n'est plus en face de la même lésion. Donc, quand on compare l'imagerie qu'on avait la précédente imagerie à l'imagerie actuelle, on voit que là, on a une lésion qui est expansive, qui est destructrice, parce qu'on n'a plus ces trabéculations qui ont complètement disparu. On a cet épaississement avec cette réaction osseuse tout autour. Donc, on voit qu'on est en face vraiment d'une lésion qui est beaucoup plus expansive qu'avant. Donc, le comblement classique, ce n'est pas une, donc c'est une variante de la normale, c'est juste du liquide piégé au sein de la pneumatisation. Donc l'apex spectreux conserve sa structure normale, hein, donc avec les trabéculations qu'on voit ici, il n'y a pas d'expansion, il n'y a pas d'irrégularité, il n'y a pas de lyse osseuse et il n'y a pas ce caractère expansif. Alors quand on est dans cette atteinte infectieuse, là on voit que toute la structure est modifiée avec cette perte de trabéculation, cet épaississement de la corticale avec une irrégularité et une lyse osseuse. En complément d'IRM, on voit déjà qu'il y a une atteinte méningée focale, hein, donc on voit ici sa bande avec une extension au niveau du conduit auditif interne. Et là, le patient, il a déjà, voilà, il a développé un empième, hein, sous-dural, donc qu'on voit ici sur la séquence des diffusions en hypersignal. Donc on voit qu'on est on voit avec une extension méningée. Voilà encore un autre exemple de cette atteinte infectieuse, hein, de cette pétrosite au niveau de l'apex pétreux, donc qui est une lésion vraiment destructrice, hein, donc on perd de trabéculation, aspect expansif, bon, voilà, avec une prise de contraste de la méninge. Voilà, une extension au niveau de la carotide interne et même du clivus, hein, parce qu'on voit ici, une prise de contraste ici au niveau du clivus, qu'on voit là, et puis avec donc notre extension de notre atteinte infectieuse jusqu'en rétroclival avec cet épaississement qu'on voit ici de la pachyméninge. Donc, les lésions de l'apex pétreux, donc, comme je disais, ce n'est pas des pathologies qui sont fréquentes, ils sont plutôt rares. Ce qu'on rencontre fréquemment, c'est les deux premiers. Donc, ce qui ne sont pas qui ne sont pas des lésions, qui sont plutôt des variantes de la normale, mais qui peuvent prêter à confusion. C'est la symétrie de moelle osseuse et puis le comblement d'un apex pétreux pneumatisé. C'est ce qu'on rencontrera les plus souvent. À part ça, la lésion la plus fréquente, ça reste le granulome à cholestérine et les métastases. Tout le reste, ils sont peu fréquents à connaître parce que le chondrosarcome, toujours, les ORL, ils aiment bien savoir quand on a une lésion expansive au niveau de l'apex pétreux. Ils veulent savoir si ce n'est pas un chondrosarcome, est-ce qu'il y a des arguments pour une atteinte plutôt tumorale expansive. Le cholestéatome congénital, qui est très rare aussi, mais on peut tomber dessus, et les méningocèles. La pétrosite de l'apex reste très rare, comme je vous ai dit, hein, avec les antibiothérapies aujourd'hui, ça reste très rare. Les anévrismes de l'artère carotide interne, les mucocèles, les plasmocytomes, les schwannomes, tout ça, ça reste quand même des lésions assez rares. Et quand on essaie de regrouper ça, donc on peut le regrouper en plusieurs catégories. Les lésions qui sont plus ou moins destructrices, hein, donc qui peuvent entraîner des lyses osseuses. On a tout ce qui est métastase, des chondrosarcomes ou des cholestéatomes. On a des lésions qui sont expansives, non destructrices. Donc le granulome à cholestérine, qui est une lésion qui est expansive mais qui n'est pas destructrice. Donc que ce soit méningocèle ou mucocèle, c'est plutôt des lésions soufflantes.
Et puis, on a des lésions qui sont non destructrices, non expansives et qui restent des variantes de la normale, donc le comblement de l'apex pétreux et puis la symétrie de moelle osseuse. Et puis, les autres lésions qui sont un peu plus rares. Déjà, quand on connaît ce qui sont soulignés en vert, quand on sait faire déjà la différence entre les variantes au niveau de l'apex pétreux, le granulome à cholestérine, savoir reconnaître un cholestéatome ou savoir dire que je suis peut-être en face d'une lésion qui me paraît agressive, même si on ne sait pas dire que c'est des métastases parce qu'on n'a pas toujours la réponse, mais au moins essayer de trouver des signes d'atypie en disant que c'est peut-être une lésion agressive, donc peut-être une métastase, peut-être un chondrosarcome ou autre, c'est déjà très bien. Donc, le granulome à cholestérine, hein, pour commencer avec les lésions de l'apex pétreux, est la lésion primaire de l'apex pétreux qui est la plus fréquente. Donc, elle est 10 fois plus que le cholestéatome de l'apex et 40 fois plus que le mucocèle de l'apex. Donc, survient le plus souvent dans les apex donc, plumatisés, hein, et la fréquence, c'est surtout les adultes jeunes et d'âge moyen. Et la clinique, elle est très, très variable, hein. Donc, ça dépend surtout de son extension loco-régionale. Donc, les signes vont varier par rapport à cette extension. Les hypothèses, il y en a pour son éthiopathogénie, il y a deux hypothèses. La première hypothèse qui est celle de l'occlusion d'une cellule pneumatisée. Donc, la seconde hypothèse est celle de la moelle osseuse exposée. Donc, la première hypothèse, on pense que ce serait plutôt dû à une cellule pneumatisée qui est occlue, hein, et qui va entraîner des pressions négatives avec une extravasation du liquide intravasculaire. Et tout ça va conduire justement à une rupture de la muqueuse et à des hémorragies. Et c'est justement ce produit de dégradation du sang, donc l'hémosidérine, qui va favoriser la réaction inflammatoire, qui va donner même cet aspect en hypersignal T1 et en hypersignal T2 qu'on aura en IRM, juste lié à cette dégradation du sang en fait au niveau de notre lésion. Et puis l'autre hypothèse est celle de la moelle osseuse exposée. Donc des cavités qui sont remplies de moelle osseuse qui sont érodées au fur et à mesure que la pneumatisation de l'apex pétreux se développe. Et cette érosion va entraîner une hémorragie avec une réaction gigantocellulaire et qui va aussi, justement, on revient à cette atteinte inflammatoire donc, qui sera liée au produit de dégradation du sang qui est l'hémosidérine et puis des cristaux de cholestérine. Donc, histologiquement, la paroi kystique est constituée de tissus conjonctifs fibreux et ne contient pas d'épiderme, donc qu'on retrouve dans le cholestéatome. Et puis, le taux de croissance, il peut être très variable. Il peut aller de stable à croissance plus ou moins lente. On peut même avoir des croissances qui sont rapides, voire des apparitions soudaines, hein, avec des nouveaux symptômes, qui est très rare, hein. Bon. Et puis, la prise en charge va dépendre au fait des symptômes et aussi de son extension, de la vitesse d'extension, de la vitesse de la croissance. Donc, les patients asymptomatiques, ils peuvent être suivis en imagerie, tout simplement. L'indication chirurgicale, donc, comme on disait, donc, les lésions qui sont symptomatiques ou des lésions qui ont une extension rapide, croissance rapide, pardon. Et les traitements chirurgicaux, donc le traitement peut être chirurgical traditionnel, hein, donc avec un drainage et puis mise en place d'un cintre pour établir justement cette aération au niveau de l'apex pétreux. En sachant que les traitements chirurgicaux traditionnels, il a un taux de récidive qui peut aller jusqu'à 60%. Voilà, et puis il y a d'autres, euh, le traitement, on peut avoir d'autres voies d'abord, hein, par la fosse cérébrale moyenne, la fosse crânienne moyenne, hein, où on peut faire aussi un drainage endoscopique transphénoïdal. Donc en imagerie, ce qui faisait la différence avec tout ce qui était comme variante au niveau de l'apex pétreux, comme ici une pneumatisation. En imagerie, on a une lésion là qui est en forme, une lésion déjà qui est expansive. On voit la différence avec une pneumatisation de l'apex pétreux où on a nos trabéculations, nos cellules qui sont normales. Il n'y a pas de lyse osseuse, il n'y a pas d'amincissement de la corticale, il n'y a aucune expansion. Alors que là, on est en face d'une lésion qui est arrondie
et qui vient bomber ici, qui réalise un petit scalloping au niveau du clivus. On a même une déhiscence là au niveau de sa paroi postérieure. Donc on voit qu'on est en phase d'une lésion expansive. Et comme les examens assez complets, donc on avait disait que le scanner il doit toujours se compléter avec l'IRM ou vice-versa. Quand on tombe sur ce genre de lésion au scanner, donc on est obligé de faire un complément par une IRM. Surtout qu'on voit qu'il a, par exemple, le canal carotidien, il est quasiment érodé. Donc, il doit forcément avoir quelque chose qui est en train de pousser, en fait, au niveau de l'apex pétreux. Et du coup, l'IRM nous donnera quasiment la réponse parce que l'aspect du granulome à cholestérine est quasiment typique, hein. Donc, c'est une image qui sera, une lésion qui sera en hypersignal T1 et en hypersignal T2. Et cet hypersignal T1, il est lié à la présence d'hémorragie, donc à la présence de dégradation, donc de tout ce qui en produit, donc dégradation de l'hémoglobine. Et on aura un hypersignal T2 avec un anneau ici périphérique d'hémosidérine qu'on verra sur les exemples d'IRM qui est très caractéristique. Donc cette formation au niveau de l'apex en hypersignal T1, hypersignal T2 avec ces petits halos périphériques, pas de rehaussement après injection de contraste. Donc, on revient sur notre premier patient, donc l'exemple qu'on montrait. On avait cette lésion expansive hein, quand on est au niveau de l'apex pétreux. Et quand on fait l'IRM, on a la séquence T1, on a la séquence T2, on a une lésion qui est en hypersignal T1, en hypersignal T2, avec notre halo périphérique en hyposignal. Donc, c'est un granulome à cholestérine, on a quasiment notre réponse. Et quand on a un doute, si on veut vraiment être sûr que ce n'est pas une lésion graisseuse, hein, donc on peut faire un complément par des séquences en FATSAT pour voir normalement pour le granulome à cholestérine, on n'aura pas de suppression de la graisse. Alors que pour les asymétries de la moelle osseuse au niveau de l'apex pétreux, donc quand on a une pneumatisation d'un côté, une absence de pneumatisation de l'autre, on aura une suppression du signal, donc de cet hypersignal qui est lié à la moelle osseuse qui a un contenu assez gras. Voilà encore un autre exemple d'une très grosse lésion au niveau de l'apex pétreux qui est expansive. On voit que c'est vraiment une volumineuse lésion, hein. On voit là une très grosse lésion expansive au niveau de l'apex pétreux. Et quand on fait notre complément par une IRM, on a des séquences axiales T1 et des séquences T2. On voit qu'on a une lésion en hypersignal T1, en hypersignal T2, toujours avec cet halo périphérique hein, d'hémosidérine. Donc on est en phase d'un granulome à cholestérine. Et plus le granulome à cholestérine est gros, il peut être hétérogène, hein, parce que c'est lié justement au produit de dégradation de l'hémoglobine. Donc, on peut voir des images comme là, par exemple, en hyposignal T2 ou en hyposignal T1. Mais cet hypersignal T1 et hypersignal T2 avec ces talos périphériques est assez caractéristique. Pas de rehaussement après injection de contraste, pas d'anomalie de signal en diffusion. Donc, ça reste qu'en hyper T1, hyper T2. Encore un autre exemple d'une lésion expansive au niveau de l'apex pétreux, voilà, qui bombe avec un bomboïde déhiscence au niveau de ses parois postérieures et qui vient ici éroder le canal carotidien. Et quand on fait notre complément d'IRM, on voit toujours cette image en hypersignal. Voilà, donc c'est un granulome à cholestérine. Encore un autre exemple de cette lésion expansive au niveau de l'apex pétreux, hein, avec justement un amincissement cortical déhiscence. Et quand on fait notre complément d'IRM, on a directement notre réponse. Lésion en hypersignal T1, hypersignal T2, halo en hyposignal en T2. Alors, pas de rehaussement après injection de contraste, pas de restriction en diffusion. Donc là, on est en phase d'un granulome à cholestérine. Encore un autre exemple hein, des granulomes à cholestérine, hein, toujours en hypersignal T1, en hypersignal T2. Celui-ci, il est assez volumineux avec cet aspect un peu multiloculé. Mais on a toujours cet hypersignal T2 avec cet halo périphérique en hyposignal. Mais ce n'est pas toujours simple, hein, donc il y a des moments, ça peut être très très compliqué, comme là. Voilà, on a un gros granulome à cholestérine qui n'est pas du tout un hypersignal T1 et qui a plutôt un aspect hétérogène. Et là, l'IRM, c'est très très compliqué de dire qu'on est en phase d'un granulome à cholestérine, hein. Donc tout ce qu'on peut faire ici, c'est de décrire la lésion, de décrire les extensions, et puis après,
on pourra avoir la réponse soit à la biopsie, soit après une chirurgie. La seconde lésion la plus fréquente de l'apex pétreux, hein, ça reste les métastases, hein. Les métastases, on retrouve souvent voilà, chez les femmes et les hommes avec une prépondérance pour le cancer du sein par rapport au cancer du poumon, cancer rénaux ou au cancer de la prostate. Chez les enfants, c'est plutôt les neuroblastomes et les leucémies qui sont pourvoyeurs de métastases au niveau de l'apex pétreux. Et là, on est vraiment dans des types de lésions qui sont différents de ce qu'on avait vu avant parce qu'on est en face des lésions qui seront plus ou moins lithiques, hein, donc ce sera des lésions avec une ostéolyse. Et l'IRM n'est pas spécifique du tout. En T1, on n'a pas de lésion en disant que ça sera typiquement de tel signal ou de tel signal. C'est pas spécifique du tout, que ce soit en T1 ou en T2. Par contre, après injection de contraste, on aura un rehaussement qui sera variable. Et puis, on aura aussi, comme c'est une lésion elliptique, s'il y a une atteinte loco-régionale à côté, donc on pourra évaluer son extension avec l'imagerie. Voilà, là, on est, par exemple, un autre exemple ici, chez un nourrisson qui est atteint d'une paralysie du nerf crânien, hein, de paralysie du nerf crânien à droite. Donc, on voit là qu'on a une grosse lésion au niveau de l'apex pétreux, hein, donc ici, qui est très expansive, très lithique d'ailleurs, une lyse qui s'étend jusqu'au niveau du rocher. On voit qu'il y a une grosse ostéolyse et on voit qu'on voit même en IRM avec une extension au niveau du labyrinthe, hein, labyrinthe osseux, une extension jusqu'au niveau de l'angle ponto-cérébelleux. Donc, et à la biopsie, c'était une métastase d'un neuroblastome. Encore un autre patient où on voit cette lésion qui est quasi tissulaire, hein, au niveau de l'apex pétreux en isosignal T1 avec une extension au niveau du canal carotidien et même là au niveau rétroclival. Et sur le scanner, on avait d'autres lésions. Comme voilà, une autre lésion ostéolytique. Donc c'est un patient qui avait des multiples lésions, c'était des métastases. Donc ça représente les lésions les plus fréquentes quand même de l'apex pétreux, en sachant que les lésions de l'apex pétreux eux-mêmes sont assez rares. Donc, ben voilà, ça représente quand même les lésions les plus fréquentes. Après, des lésions à connaître aussi, c'est le cholestéatome, hein, de l'apex pétreux, qui peut être congénital ou acquis. L'âge de survenue, c'est entre 20 et 50 ans, donc ça reste quand même très rare, moins d'1%. Mais on tombe de temps en temps sur ça, bien que c'est quand même assez rare. Et là, vous verrez aussi que l'imagerie nous oriente beaucoup, hein, déjà. Parce que là, quand on a une lésion comme l'IRM, pardon, nous aide beaucoup pour les cholestéatomes de l'apex pétreux. On a directement la réponse à l'IRM. Là, on a une lésion qui est plus ou moins expansive au niveau de l'apex pétreux, hein, donc aussi avec un amincissement et une destruction ici de la corticale, hein. On se dit lésion expansive, atteinte quasiment une extension au niveau du labyrinthe. On se dit, bah, on a affaire à quoi? Donc, cette lésion expansive qu'on voit en IRM aussi. On voit là. Et quand on fait notre complément avec notre séquence de diffusion, on a directement la réponse, une hypersignal diffusion, donc c'est un cholestéatome. Granulome à cholestérine, on disait que c'était un hypersignal T1, l'hypersignal T2, c'est allodémosidérine en hyposignal T2. Il n'y avait pas de prise de contraste, pas de rehaussement. Alors que le cholestéatome, on a cette hypersignal diffusion qui est très marquée et très caractéristique. Donc, dès qu'on a ça au niveau de l'apex pétreux, c'est un cholestéatome jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Pareil, encore une autre lésion, voilà, assez expansive au niveau de l'apex pétreux. Voilà. Et quand on fait notre complément, quand on regarde la séquence de diffusion, hypersignal diffusion. Voilà, encore un autre exemple d'une lésion assez expansive, assez expansive au niveau de l'apex pétreux, toujours, avec une quasi-lyse osseuse. Quand on regarde la séquence des diffusions, il flash, hypersignal diffusion. Donc, c'est vraiment des séquences, des imageries qui sont très complémentaires, parce que le scanner il nous aide déjà à voir sur quel type de lésion nous sommes, parce que c'est plutôt des variantes de la normale, asymétrie de la moelle, comblement des liquides piégés, qui sont des variantes de la normale, sur un apex pétreux qui est pneumatisé. On voit si c'est une perte de la trabéculation, on voit si c'est une lésion expansive. Si c'est une lésion expansive, en ce moment, on fait un complément par une IRM, on regarde le signal. La première chose qu'on regarde, est-ce qu'il y a un hypersignal T1? S'il y a un hypersignal T1, est-ce qu'il s'efface en FATSAT
Parce en ayant le scanner, on s'est dit qu'il n'y a pas d'asymétrie de la moelle, donc on a cet hypersignal T1. Est-ce qu'il y a un hypersignal T2? Est-ce qu'il y a un halo périphérique? Pas d'hypersignal diffusion, un granulome à cholestérine. Hypersignal diffusion, comme là, qui flash, qu'un cholestéatome. Lésion ostéolytique, contexte tumoral, lésion multiple, ça peut être métastase. Donc on a vraiment cette façon de réfléchir en complétant les deux examens et en nous aidant à nous en sortir, en essayant de rendre les choses les plus simples possibles, bien que ce n'est pas toujours évident. Et une autre lésion aussi à connaître, c'est le chondrosarcome. Voilà, dans notre raisonnement, quand on avait impliqué donc, les formes, les variantes, en regardant les trabéculations, en regardant si c'est un caractère expansif ou pas, on rajoute maintenant la présence des calcifications. Est-ce qu'il y a oui ou non des calcifications, en sachant que les calcifications dans les chondrosarcomes, ça reste quand même, voilà, c'est 50%. On peut ne pas en avoir. Et quand on n'en a pas, c'est pas toujours évident, voilà, de s'en sortir. Mais il y a toujours cette façon de réfléchir hein, qui nous permet toujours, lorsqu'on a des matrices, voilà, parce qu'on a des calcifications qui traduisent une matrice chondroïde, est-ce qu'on a un signal élevant en T2? On a toujours cette façon vraiment de réfléchir et de voir l'extension loco-régionale pour essayer d'évaluer et d'apprécier voilà, notre patient. Là, on a cette lésion qui est quasiment, on a l'impression qu'il est un peu lithique, hein, parce que ça vient éroder le clivus ici. Il est très expansif, ici il bombe, ici il s'étend un tout petit peu vers la citerne ponto-cérébelleuse. On voit qu'il y a des zones en vide de signal, hein, qui sont en vide de signal T2 et en vide de signal T1, avec ce rehaussement qu'on a homogène. Donc, à la c'était un chondrosarcome. Et ici, c'est beaucoup plus simple parce que là, on a une matrice quand même qui est cartilagineuse parce qu'on a des multiples calcifications pour une volumineuse lésion ostéolytique de l'apex pétreux. On voit qu'il s'étend carrément vers les sinus phénoïdales et même il vient jusqu'à empiéter au niveau de la fosse infratemporale et au niveau du clivus. On voit que c'est une lésion avec une matrice cartilagineuse. Donc, présence des calcifications, grosse lésion ostéolytique. Donc, c'est probablement un chondrosarcome. Pareil ici, lésion ostéolytique avec des calcifications, chondrosarcome. Mais ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a des chondrosarcomes qui n'ont pas de calcification, qui ne sont pas toujours présents. Et en ce moment, ça peut toujours poser un problème diagnostique. Donc, il ne faut jamais hésiter hein, quand on a des dossiers un peu plus compliqués, de les discuter en staff, de discuter avec les ORL afin de voir la meilleure approche possible. Donc, encore un autre exemple d'un chondrosarcome sans calcification du tout. Donc, après, il y a d'autres lésions de l'apex pétreux, hein, donc, parce que finalement, il y en a beaucoup, mais qui sont encore beaucoup plus rares. Hein, donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite hein, pour que les gens retiennent beaucoup plus ce qu'on a dit en première partie, qui sont les lésions qui sont les plus fréquentes, et puis savoir qu'il existe en fait d'autres types de lésions. Hein. Donc, on peut avoir des mucocèles, des kystes muqueux, rétention, au niveau d'apex pétreux qui sont vraiment assez rares. Hein. Donc, on voit ici des lésions assez expansives. Les kystes muqueux, le méningocèle, c'est plutôt des lésions donc, qui partiront justement. Qu'est-ce qu'il y a encore bon. La mucocèle, pardon, ce que j'aime bien. Le mucocèle et les kystes muqueux, c'est des lésions qui sont expansifs. Donc, on n'a pas de lyse osseuse, on n'a pas de perte de trabéculation. Le signal, il est très variable. Donc, il peut être en hyper, en hypo ou en isosignal. Donc, le signal, il est vraiment variable. Donc, on peut pas, voilà, se baser sur ça. Et là, du coup, on n'a pas toujours la réponse, mais ce qui peut orienter et dire que voilà, j'ai une lésion au niveau de l'apex pétreux qui paraît bien arrondi, qui paraît expansif. Voilà, il n'y a pas d'hypersignal T1, donc c'est probablement pas un granuloma cholestérine. Il n'y a pas ce côté un peu agressif, destructeur comme dans les cholestéatomes. Il n'y a pas d'hypersignal en diffusion. J'ai pas de calcification et je n'ai pas ce contexte lithique. Donc, ça fait plutôt un kyste au niveau de l'apex pétreux. Donc, c'est un kyste, il peut être un kyste soit rétentionnel ou peut être une mucocèle. Donc, déjà, avoir cette façon de réfléchir qui peut nous emmener
voilà, jusqu'à dire que voilà, rassurer son ORL en disant, bah, écoutez, moi, l'image que j'ai, c'est plutôt rassurant, c'est plutôt une lésion qui est aussi, mais bien limitée, qui fait plutôt bénin, plutôt kystique, peut être soit mucocèle, soit un kyste rétentionnel, donc on peut continuer à surveiller par imagerie. Et le méningocèle ou les kystes arachnoïdes méningocèles, lui, la différence maintenant qu'on aura avec l'autre formation kystique ou les kystes rétentionnels, c'est que là, on aura justement cette communication avec le cavum de Meckel parce que c'est des diverticules hein, méningés. Donc, on aura contact avec le cavum de Meckel, comme là, des deux côtés. Contact avec le cavum de Meckel, c'est des diverticules méningés qui viennent du cavum de Meckel et qui s'étendent vers l'apex pétreux. Donc, quand on a une lésion comme ça, kystique, plutôt bien limitée, on regarde est-ce qu'il y a un rapport ou pas avec notre cavum de Meckel. Pas de rapport avec le cavum de Meckel, bien limité, pas agressif, pas de lyse osseuse, probablement mucocèle ou kyste retentionnel. Contact avec le cavum de Meckel, on s'est dit c'est probablement une méningocèle, donc toujours dans les deux cas, ce n'est pas caractère agressif, pas d'hypersignal en diffusion, pas d'hypersignal en T1 et pas de rehaussement, pas de prise de contraste. Donc voilà, après injection de gadolinium. Après, des schwannomes du trijumeau hein, qui s'étend vers l'apex pétreux, voilà, ça aussi, c'est connaître, hein, ça reste quand même des pathologies assez rares. Donc là, on a une volumineuse lésion hein, donc qui s'étend quasiment, qui comprime même le tronc cérébral et s'étend vers l'apex pétreux et la base du crâne. Donc on a vraiment cette volumineuse lésion. Donc comprimant la fosse postérieure avec une extension au foramen rond et au foramen ovale. Donc, les schwannomes du nerf trijumeau, ils peuvent être volumineux et s'étendre au niveau de l'apex pétreux et s'associer à des schwannomes, hein, à des schwannomes intracanalaires, des schwannomes vestibulaires dans les cas de neurofibromatose de type 2. Donc, ça reste quand même voilà, des lésions qui sont assez rares, mais bon, c'est à connaître. Voilà, ça c'est un schwannome avec une portion kystique intralésionnelle. Autres lésions qui peuvent entraîner des modifications au niveau de l'apex pétreux, c'est des méningiomes. Donc voilà, des méningiomes avec cette ostéosclérose qu'on a au niveau de l'apex pétreux, qu'on voit là pour le méningiome en plaque ici, qui vient faire remanier l'os à son contact, hein, toujours avec cette prise de contraste adjacente. Notre méningiome du foramen jugulaire, pareil. Et aussi des méningiomes agressifs qui sont assez rares, les méningiomes de grade 3 qui peuvent entraîner jusqu'à des lyses osseuses. Et encore beaucoup plus rares, des méningiomes de l'oreille interne. Donc ça, c'est des lésions qui sont plutôt rares, mais qui peuvent entraîner des modifications de structure au niveau de l'apex pétreux. Une autre lésion encore assez rare, c'est les histiocytoses. Hein. Donc c'est souvent chez les enfants qui peuvent avoir justement des lésions destructrices hein, au niveau de l'apex pétreux avec un rehaussement important. Donc là, par exemple, on a justement cette lésion destructrice au niveau de l'apex pétreux avec une prise de contraste. Donc ça reste toujours des lésions assez rares au niveau de l'apex pétreux. Les anévrismes aussi de la carotide interne peuvent venir réaliser un scalloping là sur l'apex pétreux et simuler comme ici, cette grosse image qu'on voit là. On peut voir ces grosses formations. On s'est dit, est-ce que c'est une lésion là au niveau de l'apex pétreux? Non, c'est juste un volumineux anévrisme de la carotide interne intrapétreuse hein, qui vient justement réaliser cet effet de masse, ce scalloping sur l'apex pétreux et simuler une lésion de l'apex pétreux. Et puis encore, on a d'autres lésions qui peuvent, voilà, qui venir réaliser, comme là, une lésion lytique au niveau de l'apex pétreux, hein, le plasmocytome, ou encore une maladie de Paget, ou encore des dysplasies fibreuses qui peuvent modifier les structures au niveau de l'apex pétreux. Donc, pour terminer, donc le meilleur outil d'imagerie, hein, donc il n'y a pas de meilleur, en fait, le TDM et l'IRM ils sont, comment dire, ils sont complémentaires, toujours avoir un raisonnement voilà, par élimination. J'ai une image au niveau de l'apex pétreux, est-ce que j'ai mon scanner? Si j'ai mon scanner, est-ce que c'est une pneumatisation asymétrique de l'apex pétreux avec
et avec une moelle osseuse, quand on présente une pigmentation asymétrique avec la moelle osseuse d'un côté qui peut simuler une lésion. Est-ce que j'ai du liquide piégé? Donc, j'élimine les variantes avec une absence de perte de trabéculation, une absence de formation expansive. Et dès que je suis en face d'une lésion qui est plutôt expansive avec une perte de trabéculation, c'est une lésion qui est plutôt bien limitée. Est-ce qu'il y a une communication avec le cavum de Meckel? Est-ce qu'il y a la présence de calcification, oui ou non? Ça nous permettra déjà d'ouvrir des orientations diagnostiques et de faire un complément avec une IRM. L'IRM nous montrera est-ce qu'il y a un hypersignal T1, T2 qui peut orienter vers un granulome à cholestérine sans prise de contraste ni d'hypersignal diffusion. Est-ce qu'on a plutôt un hypersignal diffusion qui est franc, restrictif, qui oriente plutôt vers un cholestéatome? Est-ce qu'on a la présence de calcification avec une lésion qui est plutôt agressive, donc qui nous oriente plutôt vers un chondrosarcome? Donc toujours avoir, voilà, est-ce que c'est plutôt bien limité, plutôt kystique, pas de communication avec le cavum de Meckel, donc plutôt mucocèle ou kyste retentionnel. Est-ce qu'il y a une communication avec le cavum de Meckel, donc plutôt un diverticule mélangé en ce moment-là, plutôt mélangocèle. Donc toujours avoir ce raisonnement un peu, voilà, en procédant par élimination. Et en fin de compte, quand on n'a pas de réponse, savoir orienter en disant qu'écoutez, moi, sur cette image, je ne peux pas dire ce que c'est, mais tout ce que je peux dire, c'est que je ne trouve pas de caractère agressif ou de caractère lithique, et je vois que c'est plutôt quelque chose de bien limité, un truc qui va peut-être nécessiter une surveillance en imagerie plutôt qu'une prise en charge chirurgicale, en sachant que ce n'est pas toujours une région qui est facile d'abord. Je vous remercie et merci de votre attention. Merci, docteur Edingo. Je me rejoins à tous ceux qui sont très euh, extrêmement ravis d'avoir suivi votre présentation. Et donc, merci de nous avoir partagé votre expérience de neuroradiologue du CHU de Rouen et du Centre hospitalier d'Évreux. Je continue de me réjouir avec ceux qui sont aux États-Unis et qui sont en train de fêter Thanksgiving aujourd'hui. Bonsoir à tous et bonne fête de Thanksgiving. Je trouve que c'est également l'occasion de rappeler que le mois d'octobre dans lequel nous sommes est un mois qui est dédié au cancer du sein. Et donc, je m'unis à tous les radiologues et tous les autres professionnels de santé qui sont impliqués dans la lutte contre le cancer du sein. Euh, voilà, donc il y a encore plusieurs autres raisons de se réjouir ce soir après cette brillante présentation. J'imagine que vous avez tous des questions à poser au docteur Edingo et à nos panélistes. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat ou à lever la main. Euh, pour ma part, j'ai été fortement édifiée par cette présentation et donc on peut se permettre de faire un petit rappel de ce qui a été dit. Professeur Mata, vous me permettez de faire un rappel récapitulatif des différentes lésions qu'on peut trouver au niveau de l'apex pétreux. Ok, Euh, allez-y. Donc, le docteur Edingo nous a partagé aujourd'hui un certain nombre de lésions qu'on peut retrouver d'un point de vue anatomique au niveau de l'apex pétreux. Il a commencé par dire que ces lésions peuvent être à l'origine, être situées même au niveau de l'apex du rocher, ou alors se retrouver secondairement au niveau de l'apex du rocher. Il a commencé par évoquer les variantes anatomiques, c'est-à-dire ce sont des non-lésions, ce sont des situations qui sont considérées comme normales. Il était question de la pneumatisation et du comblement liquidien. Ensuite, il a évoqué la pétrosite qui peut être d'origine vasculaire ou bien d'origine ORL. Il nous a évoqué le granulome à cholestérine qui est la lésion par excellence de l'apex pétreux. Et puis, il nous a parlé de la métastase qui peut découler d'une pathologie cancéreuse d'origine diverse. Et ensuite, l'autre lésion phare de l'apex du rocher, c'est le cholestéatome.
qui se rapproche fortement du granulome à cholestérine et il a parlé des différences qu'on peut retrouver en imagerie. Et il a parlé du chondrosarcome, qui est une lésion maligne, mais pour laquelle il faudra rechercher des lésions à type de calcification pour pouvoir l'évoquer ou ces calcifications peuvent manquer. On a parlé de mucocèle, qui est une lésion kystique, et du méningocèle, qui va se distinguer de l'autre par le contact avec le cavum de Meckel. On a parlé du chalum du trijumeau. On a parlé aussi de la neurofibromatose de type 2 qui va entraîner aussi des lésions nerveuses euh, tumorales. Oui, je vois les réactions. Oui, la mucocèle est expansive. Très bien. On a parlé du méningiome qui va entraîner une prise de contraste des feuillets du haut au contact, de l'histiocytose languérentienne qui va toucher surtout le jeune enfant, si on a suivi religieusement le docteur Edingo, comme moi. Et on a parlé aussi de l'anévrisme de la carotide et puis des lésions osseuses qui peuvent être la dysplasie fibreuse, la maladie de Paget. Et vous me corrigerez si je n'en ai pas évoqué une, docteur Edingo, n'hésitez pas. Donc, si vous avez des questions, est-ce qu'il y Je a vais des questions? déjà répondre à la question docteur Joseph, parce qu'il a demandé justement cette différence en sachant entre le granulome à cholestérine et mucocèle, en sachant que les deux sont expansifs. Le granulome à cholestérine, les deux sont expansifs, mais déjà, lui, comme il a, comme on dit, c'est vraiment des saignements, hein, donc c'est-à-dire qui résulte à une dégradation d'hémoglobine. Donc, il est en hyper T1 et en hyper T2, avec ce liseré périphérique en hyposignal T2, qui est tout autour de la lésion, qui est justement ce dépôt d'hémosidérine qui entraîne ces liserés en hyposignal T2. Alors que le granulome à cholestérol et la mucocèle, qui est aussi une lésion expansive, qui est beaucoup plus limitée, lui, par contre, aura un signal qui est très variable. On n'a pas toujours cet hypersignal T1, il peut être hypo, il peut être hyper. Donc, il y a un signal qui est très, très variable et en T1 et en T2. Et il n'y a pas justement ces dépôts d'hémosidérine qu'on a en hyposignal T2 qu'on retrouve au niveau du granulome à cholestérol. Donc, je ne sais pas si ça vous va, docteur José. Oui. Est-ce que on peut passer la parole aux panélistes avant de commencer avec les questions proprement dites? Est-ce que vous êtes prêts, docteur Mpoité, docteur Mbanja? Pour Si Kambanja, vous êtes... le Oui, docteur Fabrice, oui. oui, docteur Fabrice, Oui, si vous êtes prêt? docteur, oui, bon, nous sommes prêts. Vous nous entendez? Nous vous entendons Ah, très bien. merci pour la parole. Euh, Félicitations, docteur Johnny, pour cette brillante présentation. Après une si belle présentation, je ne sais pas ce que je veux dire. Je veux me résumer. Vous avez déjà même vidé la, ma matière. Vous avez vraiment tellement très bien exposé. Le problème avec l'apex pétreux, c'est sa, sa position anatomique. C'est la région la plus profonde de l'os temporal. Et cette position anatomique est responsable de la mutualité des lésions de cette zone. Et ces lésions peuvent demeurer silencieuses pendant
très longtemps des années où les patients peuvent présenter des symptômes vagues, non spécifiques, retardant ainsi le diagnostic. La peste pétreuse peut être le siège de différentes pathologies, comme l'a si bien dit notre orateur, qui peuvent être congénitales, infectieuses, vasculaires et traumatiques, tumorales. Et souvent, c'est vraiment des découvertes fortuites. Lors de la mise au point d'autres pathologies qui requièrent une imagerie, notamment un scanner cérébral et ou une imagerie à résonance magnétique qu'on met en évidence ces lésions. Ces lésions, comme nous l'a dit notre orateur, peuvent être primaires ou elles peuvent être secondaires. Comme je le disais tantôt, les signes cliniques d'appel sont souvent frustres, vagues et peu spécifiques. Toutefois, l'association des signes neurologiques et ou audio-vestibulaires doit orienter les cliniciens vers une pathologie de la peste pétreuse. Il s'agit notamment des céphalées, de la paralysie faciale périphérique, l'hypoacousie, acouphènes et vertiges, névralgie du trijumeau, des céphalées, la diplopie. On peut avoir une autorée purulente, fétide, et surtout si cela survient chez des personnes avec antécédents d'intervention chirurgicale au niveau de l'oreille, comme des tympanoplasties, il faut y penser. Comme l'a dit notre orateur, le diagnostic exact est vraiment posé grâce à la tomodensitométrie associée généralement avec l'IRM. Le diagnostic permettra aussi de comment dire, de faire le choix de la voie d'abord chirurgicale. Comme je disais, les rapports anatomiques de cette région va nous aider aussi c'est une zone qui est en rapport avec des nerfs crâniens. Le docteur Johnny nous a rappelé, ils sont très nombreux, le nerf 5, le nerf 6, le nerf 7, le nerf 8, le nerf 9, 10, 11. Et les vaisseaux, c'est la carotide interne intrapétreuse, les sinus pétreux supérieurs. Et il y a des rapports étroits avec
euh, la base du crâne, la mastoïde, la caisse du tympan. Donc, c'est une zone très, très complexe et c'est pas toujours évident d'y penser, comme je disais tantôt, parce que la symptomatologie des pathologies de cette région n'est pas très, très spécifique. Dans notre expérience, c'est plus si en général, la pathologie la plus fréquente d'après la littérature est le granulome à cholestérine, dans notre service, la pathologie la plus fréquente, par contre, sont les cholestéatomes à, 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 à environ 8% des cas et encore des complications d'automastoïdite, d'automastoïdite avec des autoreflétides récidivantes. Bon, il y a quand même aussi des cas de paralysie faciale. Pour chuter, ce que je peux encore ajouter, nous avons plus de difficultés de poser les diagnostics parce que nous travaillons, comme vous le savez, dans un contexte où la population est extrêmement pauvre dans la plupart de temps. Les patients sont incapables de réaliser les scanners et l'IRM et ainsi, cela retarde le diagnostic. Mais nous nous efforçons depuis un temps avec la multiplication des appareils d'imagerie, notamment la tomodensitométrie et l'IRM. Les coûts ont quand même baissé, ce qui nous permet à, ce qui nous permet de poser certains diagnostics le plus tôt possible en concertation avec l'équipe d'imagerie. Nous avons souvent des réunions, des discussions, des réunions de concertation multidisciplinaires qui nous permettent d'asseoir notre diagnostic. Voilà un peu de mots, ce que je peux dire. Peut-être que lors des questions, nous pourrons éclairer certaines zones, mais vraiment, les plateaux techniques a posé beaucoup de problèmes pendant longtemps parce que vraiment, ce n'est pas très facile de travailler dans notre contexte. La population est vraiment pauvre. Voilà, merci. Merci, docteur Mpoité, pour votre rapport par rapport à cette présentation. Nous avons compris qu'effectivement, il fallait se munir d'un plateau technique qui est conséquent pour explorer le rocher, avoir un scanner, avoir une IRM, avoir des spécialistes à proximité avec qui discuter en RCP, suivre les patients qui ont subi une tympanoplastie, ce qui n'est pas toujours évident. Et on a retenu aussi que les lésions du rocher de l'Apex Petro étaient plutôt des lésions silencieuses. Nous allons passer la parole à présent au docteur Fabrice Boukambanja pour son apport en tant qu'anatomocytologiste à l'UNIKIN pour qu'il nous fasse part de son expérience. Merci beaucoup. J'espère que je me fais écouter bien. Okay. Merci. Je remercie le docteur Johnny pour son exposé très clair
qui nous a permis de faire un rappel pratiquement sur toutes les pathologies qui intéressent la région de l'apex pétreux. Et comme il a bien dit dans son introduction, que c'est une zone qui est difficilement accessible, surtout pour une biopsie. Voilà pourquoi la majorité des pièces sont souvent des pièces après intervention chirurgicale. Et par rapport à notre expérience au CUK, et nous avons quelques pièces venant de l'apex pétreux. Et là, c'est plus les coléostomes qui priment en premier, suivi des granulomes à cholestérine. Comme le docteur Johnny l'a bien dit, il y a plusieurs pathologies. Il y a les lésions primaires comme les lésions secondaires. Et dans toutes ces lésions, la NAPAT garde sa place. Et en commençant par les granulomes à cholestérine, ainsi que le coléostome, qu'on arrive bien à différencier également sur le plan histologique, comme le docteur Johnny l'a effleuré, en disant que les granulomes à cholestérine, nous avons une paroi kystique et nous avons quelques lamelles de kératine et qui sont mêlées au noyau des cholestérols, des lipides extracellulaires, ce qui n'est pas le cas avec les coléostomes, et nous avons plus un kyste bordé par un épiderme qui renferme également quelques lamelles de kératine également. Mais ce qui est aussi plus intéressant par rapport à toutes ces pathologies, nous avons également aussi des métastases ou certaines lésions qui sont rares. Honnêtement, dans notre expérience au CUK, nous n'avons pas assez de cas, pratiquement pas les cas des métastases osseuses au niveau de la région pétreuse en rapport avec soit les seins, soit les poumons ou également la prostate. Ça existe également, mais ce qui est encore très important, surtout pour les diagnostics différentiels entre un chondrome ou un chondrosarcome, comme le docteur Johnny l'a bien dit, c'est vrai que les chondrosarcomes sur le plan imagerie, on peut avoir des calcifications, mais dans 50% des cas. Mais lorsqu'on n'a pas de calcification, il y a moyen également, si on arrive à avoir une pièce chirurgicale, pour étayer les diagnostics. Donc, en conclusion, les lésions pétreuses sont nombreuses et il y a des lésions pratiquement bénignes et des lésions suspectes, voire malignes. Et cela nécessite également une concertation pluridisciplinaire pour des lésions difficiles ou malignes pour le bien-être de nos malades. Mais c'est vraiment une région très difficile. On n'a pas assez de biopsies ou de pièces chirurgicales par rapport à cette région. Voilà un peu ce que je pouvais ajouter. Merci beaucoup pour votre rapport qui va nous permettre de rebondir sur le fond de la question des lésions de l'apex pétreux. Et là, je voudrais que Dr Edingo nous apporte ses lumières. On a vu que la composition de la lésion qu'on va retrouver au niveau de l'apex va fortement impacter le type de signal qu'on aura à l'IRM. Et donc, moi, je voulais savoir que vous puissiez un petit peu nous insister sur le caractère, le contenu graisseux du granulome à cholestérine et par rapport au cholestéatome qui, lui, n'en a pas, il aura plutôt une tendance à un contenu épidermoïde et par rapport aux séquences T1 et aux séquences de diffusion. Et puis, je voulais savoir aussi si la séquence en T2 écho de gradient pouvait aussi apporter quelque chose lorsqu'on est devant un granulome à cholestérine. Vous avez fait allusion à une composante hématique. Est-ce que vous avez, dans votre expérience, déjà eu à rencontrer des vides de signal dans ce sens-là? Et puis, j'aimerais aussi savoir si comment je procède devant une boule de l'apex pétreux et être sûre que je ne suis pas en présence d'une lésion vasculaire qu'il ne faudrait surtout pas inciser euh, pour ne pas léser une artère en dilatation anévrismale pour ne pas commettre d'erreur diagnostique. Et toujours par rapport à cette question de lésions vasculaires, docteur Mpoité, est-ce que vous avez, par exemple,
en cas d'anévrisme, est-ce que cliniquement, vous arrivez à retrouver des signes cliniques qui vont nous dire, là, peut-être c'est une lésion vasculaire, il vaut mieux ne pas y toucher. Peut-être qu'on est en présence d'une fistule, il vaut mieux ne pas trop s'y aventurer. Et alors, voilà un petit peu les deux questions qui me trottaient dans la tête. Si vous êtes présent et si vous êtes prêt, docteur Edding, vous pouvez prendre la parole. Oui, l'écho de gradient, oui, de toute façon, parce que comme le granulome en cholestérine, il y a beaucoup de produits de dégradation voilà, des hémoglobines. L'écho de gradient, voilà, ce sera en hyposignal, en vide de signal. Mais après, il faut savoir que l'écho de gradient, voilà, c'est une séquence de susceptibilité magnétique, hein. Donc, du coup, au niveau de la base du crâne, ça sera vraiment très artefacté, hein. On n'aura pas le même rendu qu'on a pour l'écho de gradient qu'on a, par exemple, pour quand on a une lésion au niveau intraparenchymenteux. Donc, déjà, le problème qu'il y a beaucoup trop d'interfaces à ce niveau, il serait possible que ça soit artefacté. Quand on a nos séquences T2 étoiles, hein, ou les SWAN ou les SUI, ça dépend du constructeur. Au niveau de la base du crâne, c'est très artefacté. Mais sinon, oui, dans le principe, oui, ça peut nous aider parce qu'il y a une dégradation, de dégradation de l'hémoglobine. Donc, normalement, ça devrait réagir. Mais nous, on se focalise plus sur les séquences en T1 et en T2. Excusez-moi pour la voix, parce que comme je suis un peu... Voilà, je perds la voix de plus en plus. Donc, normalement, nous, on se base surtout sur les séquences en T1 et en T2. On sait que l'hémorragie, donc, il sera en hypersignal T1, en hypersignal T2. Et il n'y a pas de restriction. Et ce qui fait la différence, justement, ce que tu disais, Brigitte, sur les cholestéatomes, où on aura justement cet hypersignal en diffusion qui est vraiment très caractéristique. Et en même temps, je rebondis sur ce que tu dis, dans comment t'en sortir sur une boule que tu vois au niveau de l'apex pétreux. En fait, quand on a cette boule au niveau de l'apex pétreux, on a une image. J'ai mon scanner ou j'ai mon IRM, j'ai mon image au niveau de l'apex pétreux. Maintenant, je commence à réfléchir, en fait. Est-ce que c'est une lésion qui est expansive ou pas? Si c'est une boule, donc elle est expansive. Donc, ça élimine déjà tout ce qui est les variantes. Après, je passe avec mon IRM. Déjà, le scanner va me permettre de voir est-ce que c'est une lésion qui est lithique ou pas, parce que la lise osseuse au scanner, je le verrai beaucoup mieux qu'en IRM. Est-ce que c'est une lésion qui est lithique? Est-ce que c'est une lésion qui contient des calcifications ou pas? S'il n'y a pas tout ça, ce n'est pas une lésion lithique, ce n'est pas une lésion qui comprend des calcifications. Je passe à l'IRM pour voir les signaux. Pour dire si une atteinte est une lésion vasculaire ou pas, j'ai déjà les rapports anatomiques. Donc, je vois déjà que j'ai une anomalie qui est au niveau de l'apex pétreux. J'analyse son signal. Il y a toujours des séquences injectées, hein, qu'on fait toujours une série injectée, parce qu'on doit s'assurer que la lésion séréose ou pas. Et en fonction des séries injectées, des séquences vasculaires qu'on fait, on saura que là, on est en phase de l'anévrisme de la carotide interne au niveau pétreuse qui aura justement un comportement qui sera différent d'une lésion classique de l'apex pétreux. On verra que c'est plutôt une lésion qui est centrée sur le canal carotidien avec une extension une extension secondaire au niveau de l'apex pétreux. Donc, en fait, c'est toujours avoir cette façon de réfléchir en éliminant, en cochant des cases et en éliminant d'autres. Et aussi, toujours rester humble parce que c'est de l'imagerie. L'imagerie, ce n'est pas l'anapathe. L'imagerie ne donne pas force, ne donne pas toujours, c'est pas le rôle de l'imagerie de donner les diagnostics de certitude. Quand on peut donner la réponse en imagerie, on le fait, mais quand on n'a pas la réponse, toujours garder cette humilité de dire que je n'ai pas la réponse, mais voilà, j'ai en face de moi une lésion qui présente des caractères assez bénins, qui va peut-être nécessiter une surveillance ou peut-être une biopsie ou autre chose, savoir que l'imagerie ne répond pas forcément à toutes les questions sur l'apex pétreux. Donc voilà, donc toujours avoir ça à l'esprit, rester humble. Quand on n'a pas la réponse, toujours donner plutôt des pistes d'orientation en disant que j'ai un caractère agressif, non agressif, c'est plutôt limité, c'est plutôt ça. J'ai éliminé ça, mais ça peut orienter vers ceci.
Donc, c'est toujours rester en cochant des cases et en éliminant des cases. J'espère que j'ai pu répondre à tes questions ou pas. Merci beaucoup. Oui, tu l'as bien fait. Docteur Mfouatté, vous avez la parole. Euh, merci, docteur Bougie, pour la parole. Vous m'entendez? Je ne sais même pas si vous m'entendez. Nous vous entendons très bien. Oui, merci pour la parole. Comme l'a si bien dit docteur Johnny, c'est vraiment des diagnostics que nous posons généralement en RCP parce que c'est pas toujours évident. Devant cette symptomatologie qui est vraiment, c'est très vague, il faut y penser. Il faut vraiment y penser et euh, euh, les images sont pour pouvoir répondre, pour pouvoir poser les diagnostics. Comme l'a si bien dit notre orateur principal, il faut, nous nous basons, nous en tant que cliniciens, nous nous basons sur les symptômes que présentent nos patients. Nous faisons très bien l'anamnèse qui doit être fouillée, ne pas oublier les antécédents, examiner très bien le patient et, et lorsque on demande l'imagerie, ça nous permet d'asseoir notre diagnostic. La difficulté encore qui se pose par rapport aux pathologies de la, de l'apex spectreux, c'est vraiment sa position anatomique. Ça ne nous permet pas de prélever facilement les biopsies classiques à cause des rapports vasculo-nerveux et du coup, les diagnostics des certitudes deviennent un peu plus difficiles. Mais avec l'expertise de nos collègues radiologues ainsi que euh, la compétence des différents collègues, nous arrivons le plus souvent possible à résoudre les problèmes de nos patients. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons plus de pathologies infectieuses et cela nous aide déjà devant euh, une oreille qui suppure depuis plusieurs mois et qui ne tarit pas, ou une paralysie faciale, ou encore, surtout si ces signes sont associés avec d'autres signes neurologiques, ça nous met déjà la puce à l'oreille. Et si le patient est vraiment capable de réaliser les scanners ainsi que l'IRM, c'est un peu plus aisé. Mais bon, c'est pas toujours facile. Mais en général, on s'en sort. Jusque-là, je crois que dans la majorité des cas, nous nous en sortons. Bon, c'est peu que je peux ajouter. Je vous remercie. Voilà, nous allons passer la parole au professeur Mata qui nous a fait une annonce dans le chat qui est plutôt une autre bonne nouvelle, une autre raison de se réjouir ce soir. Nous aurions la visite du professeur Castelman pour les prochaines présentations.
Oui, bonsoir à tout le monde. D'abord, je vais dire merci et félicitations au docteur Johnny Edingo pour cette belle présentation. Merci également aux panélistes. Comme l'audience peut s'en rendre compte, il n'y a pas beaucoup de commentaires, beaucoup d'enthousiasme, probablement parce que les pathologies de l'APEC sont assez rares et c'est beaucoup plus connu dans le milieu où nous sommes, c'est-à-dire en Occident, où il y a des moyens d'imagerie beaucoup plus poussés comparé à chez nous, où même ces scanners coûtent très cher. Donc, une des raisons pour lesquelles nous avons ce genre de présentations, c'est pour susciter les ambitions, montrer aux jeunes qui sont formés au pays qu'il y a des entités au-delà de ce qu'on voit chaque jour. Parce que le jour où vous commencez à faire l'IREM, les asymétries des signaux de la moelle osseuse au niveau de l'apex, on le voit chaque jour. Et comme c'est au niveau du cerveau, si vous faites des surdiagnostics ou bien vous surcotez ces lésions-là, ça peut conduire à beaucoup d'examens, tout ça inutilement. Donc, on doit savoir que ça existe et les appeler comme variante de la normale et arrêter le work-up ou bien le mise au point à ce niveau-là. Donc, Dr. Edingo qui nous appelle à la présentation aujourd'hui est malade. Il ne sera pas resté trop longtemps. Voilà pourquoi on a choisi de courter cette séance. Et comme vous pouvez le voir dans votre chat box, le lundi prochain déjà, nous commençons avec des sujets. On a invité Dr. Kasselman. Comme je l'ai dit, c'est l'un des meilleurs radiologues ORL au monde peut-être. Il est, je crois, éditeur en chef ou député éditeur dans le journal Radiologie, le plus grand journal de radiologie au monde. Donc, ça doit être très intéressant. Le lundi prochain, on va commencer avec Imagerie du Rocher. Il va parler des pathologies les plus fréquentes. Probablement, il va encore balayer certaines des pathologies dont nous avons discuté aujourd'hui. Et il va parler de l'imagerie, des vertiges et des acouphènes. Alors, la stratégie, c'est qu'il y aura un radiologue, un neuroradiologue et puis un ORL qui vont faire la co-modération au lieu qu'il y ait des panélistes. Comme ça, il y aura 2 sujets de 40 minutes avec des questions. Vous verrez les affiches et les différentes équipes qui vont vous conduire dans les 2 séances qui vont suivre. Je pense qu'on va s'arrêter là pour donner le temps au Dr. Edingo de se reposer et on se revoit le lundi prochain. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, bonne soirée. Merci, professeur Bonne soirée. Patmata. Merci et bonne soirée à tous. Merci.